Vous écoutez Duo de Plume. Bonjour et bienvenue sur le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Cyril. Et je suis Catherine. Et nous sommes rejoints aujourd'hui par Stéphanie. Salut Stéphanie. Salut Cyril, salut Catherine. Ça va bien ? Oui, bien, et vous ? Ouais, on est ravis de te recevoir aujourd'hui. Donc un épisode interview un peu particulier, on n'en fait pas tant que ça. On n'en fait pas tant que ça, mais on aime beaucoup ces épisodes qui nous permettent de découvrir nos invités, leurs univers variés, toujours autour de la littérature, évidemment. Alors, Stéphanie, est-ce que tu veux te présenter pour nos auditeurs ? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Stéphanie Manita, j'ai eu 34 ans le 20 mai dernier et je suis genevoise. Et puis, je suis invitée ici parce que j'écris. Entre autres, parce que tu as plusieurs cordes à ton arc. Voilà, exactement. Donc oui, j'ai toujours écrit et j'ai publié mon premier roman en mai 2022. Maintenant, donc ça fait un petit moment. Et le deuxième roman est sorti en novembre 2023. L'année passée. Et le troisième est en route. Le troisième est en route. Tu veux nous parler un petit peu de ces romans ? Oui, avec plaisir. J'ai commencé avec 2 romans contemporains. Donc Les Inséparables, qui traitent de l'histoire de 4 amis qui sont très liés, qui ont des histoires familiales un petit peu compliquées et qui vont se faire un peu leur famille à 4, et il y en a un des 4 qui va disparaître. Donc l'idée, c'est pas d'enquêter sur comment il a disparu, c'est plutôt comment ils vont se reconstruire, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place chacun de leur côté et puis ensemble, sachant qu'ils ont tous bien des caractères différents. Et puis le deuxième s'appelle Corps de l'âme, sous-titre « Pas de veine pour toi ». Et puis, on est aussi beaucoup dans la psychologie, avec des protagonistes qui sont un peu plus jeunes et qui sont placés de gré ou de force, entre guillemets, dans un institut qui n'existe pas, mais qui pourrait s'inspirer de moitié internat, moitié centre psychiatrique. Oui, c'est ce que j'allais dire, un centre de rééducation plutôt psy. Voilà, exactement. Et puis, en fait, on a aussi 4 protagonistes principaux qui vont se rencontrer, qui ont des problématiques très différentes et très costaudes, on va dire, et qui vont aussi se reconstruire à travers ça. Donc, on est beaucoup dans la psychologie des personnages quand même. C'est pas des thématiques très faciles abordées, mais le message se veut toujours positif. Donc c'est l'histoire de la reconstruction de ces personnages voilà. À travers de cette nouvelle famille, quelque part. Voilà, exactement. Ouais. Ils se refont, ils tissent des nouveaux liens, et c'est à travers ces nouveaux liens et à travers leurs propres capacités aussi que souvent ils ne soupçonnent pas qu'ils s'en sortent, en fait. Ok. Alors, quand tu allais voir un peu sur ton site pour préparer cet épisode, ton site, tu peux nous dire le nom du site peut-être ? Oui, c'est mon nom, donc c'est manitastephanie.com. Tout attaché. Tout attaché. Un seul N, 2 T. Un seul N, 2 T. Voilà. Okay. On vous le mettra dans les notes de l'épisode. Absolument. Une grande discussion sur les notes de l'épisode. Non, absolument pas. Tout est bien. Donc, disais-je, sur ton site, il y a une page présentation qui est assez sympa où tu fais un autoportrait. Et effectivement, j'ai relevé, entre autres choses, ça rejoint un petit peu ce que tu viens de nous présenter. Tu dis « J'aime tout ce qui touche à la santé mentale, aux addictions, au cerveau ou à la biologie ». Donc, en effet, on a un petit peu l'impression dans la brève présentation que tu as faite de tes 2 romans qu'on est exactement dans les thématiques. Pourquoi ces thèmes, ces sujets t'intéressent-ils particulièrement ? Je pense que de base, j'ai traversé peut-être des choses dues à mon hypersensibilité aussi qui m'ont beaucoup marquée, même des choses que peut-être les gens trouvent banales, mais moi, je les ai vécues très fort. Et du coup, petite ou adolescente, je ne savais pas gérer ça. Et c'est par l'écriture, en fait, que j'ai appris à gérer ça. Et par l'écriture que j'ai pu formuler aussi ce que je ressentais et puis ce que j'ai traversé. Donc, j'ai fait notamment une dépression à 12 ans.
que je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais j'ai pu diagnostiquer ça, me rendre compte de ça. Et puis par la suite, en travaillant un peu sur ce qui me manquait, sur ce dont j'avais besoin, je me suis beaucoup intéressée à des principes de base de la psychologie, avec les grands de la psychologie qu'on connaît, mais aussi après aux histoires de vie des autres, en fait. J'ai toujours été très proche des histoires des autres, à ressentir beaucoup l'histoire des autres, à presque la vivre comme si je la vivais moi, probablement aussi grâce à l'hypersensibilité. Et du coup, je sais pas, j'ai toujours trouvé ça très, très inspirant. Et puis, ça m'a toujours donné plein d'idées. Pas forcément de dire, par exemple, toi, Catherine, tu m'inspires, je vais te mettre dans mon roman, mais plutôt à prendre des petits bouts de personnes, des petits bouts d'histoire, et puis en faire des personnages comme ça, et aller voir surtout se reconstruire, puisque moi, particulièrement, j'ai pu sortir de choses difficiles, donc je pars du principe qu'on peut s'en sortir. En tout cas, j'ai envie de transmettre ce message-là. Donc je pense que j'aime creuser ces thématiques. Je trouve ça fascinant, en fait, de voir comment on peut descendre très bas et remonter très haut, parfois même plus haut. Et les témoignages, les histoires de vie, ça m'a toujours bouleversée et en même temps fascinée. Donc j'aime bien en écrire. Je crois que... Et puis peut-être, aussi tu es dans ton métier alimentaire, si on ose dire, dont on parlera tout à l'heure, aussi pour dire que pour l'instant tu te consacres exclusivement à l'écriture, tu vas nous expliquer ça, mais ton métier alimentaire, si je ne fais pas d'erreur... Ton ancien métier, du coup. Oui, voilà, c'est assistante sociale, n'est-ce pas ? Exactement, oui. Et je pense aussi que je suis allée vers ce métier-là parce que j'avais cette attirance vers les autres et leurs histoires et comment on peut les aider à aller mieux, en fait. Un parcours résilient. Exactement. Tu parlais d'écriture assez jeune et tu parlais de cette dépression à 12 ans. Déjà, merci de partager parce que c'est pas forcément évident et des fois, c'est un boulet qu'on traîne. Donc, mais c'est une bonne idée de servir d'exemple et de montrer qu'on peut... s'en sortir. À 12 ans, par l'écriture, c'était déjà de la fiction, c'était du journal intime. Comment l'écriture, elle t'aidait là-dedans ? En fait, j'ai commencé à écrire surtout parce que j'étais très émotionnelle. J'aime pas dire trop, mais ça débordait, quoi. Donc en fait, ma mère, pour que je puisse lui dire... J'étais très fusionnelle avec ma mère. Donc pour que je puisse lui dire ce que je ressentais, ce qui n'allait pas, en fait, que j'arrivais à exprimer que en pleurant, elle me disait, écris-moi sur un petit bout de papier. Et comme ça, je sais. Et après, on en discute. Et en fait, j'écrivais sur le bout de papier. Je lui lançais le bout de papier, je partais pleurer dans ma chambre et ensuite elle venait discuter avec moi. Je pleurais toujours autant, mais au moins elle savait ce que j'avais. Et donc c'est un peu comme ça que je suis rentrée dans l'écriture. Et après aussi, plus vers l'adolescence effectivement, où j'ai écrit dans mon coin, où j'ai pas écrit pour dire aux autres ce que je ressentais, mais où j'écrivais des trucs. D'ailleurs, j'ai gardé quelques petits textes, quelques petits poèmes, je faisais des petites rimes, etc. Et ça, je ne les ai pas montrés, mais quand je les ai relus il y a quelques années en arrière, je me disais, oui, il y avait quand même un truc qui n'allait pas très, très bien. Ça fout la déprime. Donc, je pense que ça me permettait, en fait, de sortir ce qui n'allait pas de moi. Et c'est vraiment, en fait, thérapeutique, mais j'ai fait ça sans me rendre compte que c'était thérapeutique. Et il n'y avait pas de fil conducteur. C'était pas pour écrire une histoire, c'était pour déverser ce que j'avais en trop en moi et que je ne pouvais pas dire aux autres ou autour de moi, ou voilà. Donc cette expérience, elle t'a servi à t'en sortir, elle t'a servi aussi probablement dans la création de tes fictions. Est-ce que c'est de manière générique ou très concrète ? C'est-à-dire, tu pars de là pour écrire tes bouquins, de tes souvenirs de cette époque ou de comment c'est ressenti ? Ou c'est plus justement en rencontrant d'autres personnes, en discutant ou par le biais de ton premier métier ou ce genre de choses ? Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est évidemment, au départ, je partais de moi. Par exemple, pour Les Inséparables et Corps de l'âme, c'est des romans qui sont très vieux dans ma tête. Donc, je sais pas, Corps de l'âme, j'ai dû avoir l'idée... je devais avoir, je sais pas, une dizaine d'années. En voyant un truc à la télé, je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool d'avoir un institut comme ça. Et en fait, j'avais écrit déjà mais sans... J'écris bien plus tard, donc j'écris plutôt à l'adolescence, comme ça, vers 18, fin de l'adolescence, vers 18 ans, comme ça, sans ambition d'en faire un roman.
et juste pour écrire l'histoire en fait. Et du coup, ça part de l'idée que j'ai de base. Je ne sais pas trop d'où ça vient, mais en tout cas, ça vient d'une inspiration de quelqu'un ou autre. Et après, je dirais que moi, je me considère comme quelqu'un d'autre qui m'inspirerait. Donc, comme je disais avant, je mets des bouts de personnes dans les gens, je mets des bouts de moi dans les personnages, en fait. Après, bien sûr, il y a des thématiques que je connais mieux. La dépression, j'ai traversé, donc je sais ce que ça fait, je sais quelles idées on peut avoir. J'ai eu des idées noires, j'ai eu des idées qui allaient relativement loin, donc je sais le décrire. J'essaye en tout cas de le mettre en mots pour que ça semble vrai et que, en tout cas, c'est mon vécu. Et après, pour les thématiques que je maîtrise pas, qui sont aussi par exemple la santé mentale, mais qui sont des autres troubles psychiques ou que j'ai pas traversé, je vais soit lire des... En général, j'aime beaucoup lire les témoignages parce que je trouve ça vrai. C'est pas juste comment fonctionne une maladie. Moi, j'ai envie d'apprendre comment elle fonctionne une personne qui traverse cette maladie ou qui... Donc, il y a en fait, ça complexifie beaucoup les choses, ça amène une notion de caractère aussi au personnage ou à la personne, tout simplement. Parce que quelqu'un, par exemple, qui est bipolaire, va pas... vivre la même chose si c'est une femme, un homme, si c'est selon son vécu, selon le contexte où elle a grandi. Donc en fait, il y a il y a des schémas un peu types des maladies mentales, mais pas... elles sont quand même toutes différentes, quoi. Comme les maladies physiques, finalement. Chacun les vit d'une façon. Donc je suis très témoignage. J'aime beaucoup aller vers les gens, m'inspirer des gens. Après, visiblement, tu touches en évoquant ces sujets, tu touches des gens qui sont directement concernés. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions aussi parmi tes lecteurs. Je crois que c'est des choses que tu as aussi partagées, que ce soit sur ton podcast ou sur tes réseaux. Les lecteurs qui sont vraiment des fois un petit peu bouleversés par tes romans. Je pense qu'il y a des belles relations qui se nouent aussi, certainement, avec ton lectorat. C'est quelque chose qui t'apporte. Oui, je pense que j'ai à cœur un peu d'aller au plus proche du vécu des gens. Après, bien sûr, comme j'ai dit, chaque personne vit des choses uniques. Donc, peut-être que quelqu'un qui a la même chose va pas s'y retrouver. Mais en tout cas, effectivement, particulièrement pour Corps de l'âme, qui est quand même un peu plus... Enfin, moi, je le trouve un peu plus costaud, quand même. J'ai pas mal de gens qui sont venus me dire « Ah moi aussi... j'ai vécu ça en fait et j'ai eu l'impression que Shaun, Alissa, ça aurait pu être moi. Moi aussi, j'aurais rêvé d'avoir un institut comme ça quand j'étais jeune parce que j'ai vécu ça. Donc forcément, les gens viennent déposer un petit peu ça et ils font des liens. Et puis j'ai même une des lectrices là parce que j'ai eu 10 ambassadrices pour Corps de l'âme pour le mettre en avant que les autres le reçoivent. Et elle a fait des stories, j'en ai pleuré parce qu'en fait, elle parlait de son vécu et puis elle disait « mais moi aussi j'ai vécu ça » et en fait, ce livre, il faut l'envoyer partout. Alors bon, j'ai pas 20 millions de lecteurs, mais rien qu'à avoir, 2 personnes qui me disent « je me retrouve dans ce que tu dis » et c'est vrai, j'ai ressenti ça. Je me dis que j'ai réussi la mission, entre guillemets, en tout cas le message et à passer ça. Pardon. Pas de problème. Parce que du coup, ça provoque plein de questions. Et pardon pour la naïveté de ces questions. Mais pas de problème. Mais quand tu traverses des moments difficiles comme ça, qu'est-ce qui... Au-delà du partage et peut-être de la volonté d'aider les autres, qu'est-ce qui te donne envie d'y retourner quelque part? Et ma question, elle se transpose aussi du côté du lecteur. Souvent, on est lecteur parce qu'on veut vivre quelque chose par procuration. Qu'est-ce qui fait qu'un lecteur a envie de vivre au travers de ses personnages une dépression, un problème de santé mentale comme le fait d'être bipolaire dans une société qu'il ne reconnaît pas, ou n'importe quel trouble que tu abordes. Le suicide, qui est quand même aussi une grosse thématique quand même, en tout cas dans les 2 romans. Oui, c'est vrai. Donc là, j'ai un peu besoin de ton feedback, puisque toi, tu as ces retours de lecteurs, et que typiquement, c'est le genre de choses qui, en tant que lecteur, peut-être, de prime abord, me repousserait sans peut-être avant l'interview, par exemple. Je ne sais pas si tu vois mon... Tout à fait, ouais. Je pense que ça... déjà, mon envie d'écrire, je pense qu'elle... Et donc de partager, elle part de mon sentiment d'être seule un peu avec ce que je vis, parce que même si, quand j'ai fait ma dépression, par exemple, je me sentais quand même entourée. Enfin, comme je disais, j'étais très proche de ma mère. J'avais quand même des amis et tout ça.
J'ai l'impression qu'on se sent toujours seul avec ce qu'on a et ce qu'on trimballe un peu avec nos boulets, en fait, même si on est soutenu, etc. Et moi-même, j'ai eu envie, je pense, en tant que lectrice, de trouver ça dans des romans. Alors, j'allais pas sans arrêt vers ça, mais j'ai aimé me reconnaître dans la fiction, en fait, parce que la fiction, c'est un peu, comme tu dis, d'aller vers quelque chose, de vivre autre chose, d'aller vers une autre histoire. Mais du coup, il faut quand même pouvoir s'identifier au personnage. Et je pense que, et même encore aujourd'hui, j'ai besoin, en fait, de cet affect. J'ai besoin de vivre des trucs et souvent, c'est des émotions tristes. Je ne sais pas pourquoi, puisque c'est très fort, mais les émotions fortes et joyeuses aussi. Et ouais, je pense que ça part de ce besoin de trouver des gens comme moi, mais sans savoir quoi faire. Et la littérature, du coup, c'est un bon moyen, parce que si on peut s'identifier à des personnages qui ont la même chose que nous, on se dit c'est possible, peut-être ça existe si c'est sorti du cerveau de quelqu'un d'autre. Et puis dans ma pratique professionnelle aussi, j'ai vu que les personnes avec des troubles psychiques ou des idées noires, ou avec des prémices peut-être de mal-être, de précarité, en fait, se sentent extrêmement seules. Et donc je trouve que la littérature, ça permet d'aller vers ça et de transmettre un message. Mais c'est sûr que, et je suis d'accord avec toi, ça peut rebuter beaucoup de gens. Et quand, par exemple, je vais dans des salons ou quand je parle des thématiques, Catherine, la première d'ailleurs, ça m'avait bien marqué. Quand je lui ai parlé de mon roman, elle m'a dit « Ah non, je vais passer mon tour et tout. » Et puis finalement, après... Et puis on m'a forcé à aller là-dedans. Si tu es là, c'est quand même que j'y ai vu quelqu'un d'intérêt. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça peut rebuter. Et d'ailleurs, je déconseille mes romans, par exemple, quand j'ai des jeunes qui viennent, je dis même aux gens qui potentiellement disent « Ah, les thématiques, elles m'intéressent et tout. » Puis quand ils lisent le résumé, ils disent « Ouh, ça a l'air un peu dur là. » Puis des fois, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est la fibre assistante sociale, des fois les gens me disent très rapidement « Ah bah là, ces temps, je ne vais pas très bien. » Donc je dis, si vous n'allez pas bien, il ne faut pas lire mon roman, parce que même si le fond se veut positif et la fin est positive, on creuse quand même bien la plaie avant. Donc il faut quand même être dans une dynamique où on est OK d'encaisser quand même certains vécus. Et puis surtout, dans Corps de l'âme d'ailleurs, j'ai mis des trigger warnings, donc des avertissements, parce qu'il y a des thématiques vraiment très très fortes qui sortent, et puis ça peut faire ressurgir des traumatismes qu'on n'a peut-être pas traités ou qu'on n'a pas envie de revivre tout simplement. Donc, oui, parce qu'on n'est quand même pas non plus dans une thérapie, quoi. C'est exactement. Le problème, c'est que tu lâches un peu les lecteurs. Oui, exactement. Bombe, et puis après, ils sont tout seuls un peu face à leur livre, mais c'est à la fois assez intéressant d'aborder ce type de sujet fort, mais ça peut avoir des conséquences derrière. Donc je pense que je préfère prévenir quand même, quoi, que ce soit avec les trigger warnings ou un salon, à dire je préfère que vous le preniez pas, quoi. Oui. Ou si les gens sont trop jeunes aussi, parce que ça dépend tout de la sensibilité des gens. Oui, parce que le ciblage est quand même aussi, enfin c'est d'ailleurs on en avait parlé notamment pour les inséparables, et j'ai trouvé aussi pour le corps de l'âme. En même temps, on a l'impression, les personnages sont jeunes, et le ciblage est quand même un peu aussi ado, il me semble. Oui, tout à fait, j'ai mis dès 14 ans. J'ai mis dès 14 ans. Parce que je pense qu'il y a aussi dans ces personnages jeunes et dans leurs problématiques et dans leur questionnement existentiel, on retrouve bien justement cette période de la vie. Il me semble. Oui, tout à fait. J'ai un biais, mais j'ai l'impression que c'est presque en fait, c'est pas presque, c'est la première source de décès chez les jeunes, c'est la dépression et le suicide, ou la tentative de suicide. En tout cas, j'ai pas les statistiques, mais il y a une association que je suis. 14-18, c'est ça, quoi. Exact, c'est la première cause de quels que soient les pays, décès. Mais les pays occidentaux sont particulièrement marqués par ça. Exactement. Ce que tu dis est super intéressant, de ce côté, se rendre compte, parce que c'est un des mécanismes de la dépression, c'est d'avoir l'impression qu'il n'y a qu'à toi que ça arrive, et qu'en fait, quelque part, du coup, c'est ta faute. Et ça t'entraîne vers le fond. C'est une espèce de spirale qui te dégringole. Et c'est un des premiers trucs qu'on dit à quelqu'un qu'on perçoit comme ça, c'est de lui proposer de partager. Parce que par le partage, la personne va se rendre compte que c'est des sentiments universels, à plus ou moins forte intensité, mais on a tous des moments down et tous des moments up, c'est normal. Et puis,
n'est pas équipé pareil pour les gérer. Donc, avec le vécu, avec plein d'autres trucs. Donc, c'est très intéressant cette façon de voir les choses. Okay. Absolument. Et puis, je rebondis sur justement ce côté partage et groupe. Et j'ai envie de dire, par une habile transition, meute. Meute, exactement. Ouais, t'as vu, on a travaillé. Car à côté de l'écriture de fiction, ou en tout cas de fiction réparatrice, je dirais, on peut appeler ça comme ça, tu as tout un tas d'autres activités, je l'évoquais en préambule, dont Littéralouve. Oui. Alors, parle-nous de Littéralouve. Attends, avant tout, Littéralouve, ça sort d'où? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce titre? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous a pris, madame? Mais quoi? Alors, Littéralouve, la genèse. Donc, le nom, déjà, effectivement, je réfléchissais et c'est arrivé un peu tout seul parce que littérature, évidemment, ça c'est le côté évident du truc, mais aussi louve parce que c'est mon animal préféré, le loup. Je trouve qu'il y a, c'est pas juste une petite fille qui aime les loups, mais c'est vraiment dans le fonctionnement de l'animal, dans tout ce qu'il apporte, dans son fonctionnement de meute. C'est un animal d'ailleurs qui est beaucoup étudié, mais on découvre toujours des trucs. Donc pendant longtemps, on a pensé qu'il y avait ces rôles alpha, bêta, que c'était très très hiérarchisé, etc. Maintenant, il y a des nouvelles études qui sortent qui montrent que finalement, c'est pas tant que ça et que c'est beaucoup plus un fonctionnement de groupe et que parfois ils se mettent au même niveau que ceux qui sont censés diriger, entre guillemets. Enfin, c'est un animal très complexe, je trouve. On le confond avec le chien, mais c'est encore autre chose. Et puis, il y a cet esprit... J'ai mis louve au féminin parce que je suis une femme. Et aussi, il y a ce côté louve qui protège, qui rassemble, qui peut-être aussi met au monde des choses ou d'autres petits louveteaux. La mère louve, vraiment, l'enveloppement et la douceur que ça peut aussi amener. J'avais vraiment envie... J'avais envie de créer ces espaces donc, d'ateliers d'écriture, puisque c'était ça. Voilà, parce que c'est... Donc, Littéralouve, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des ateliers d'écriture? Des ateliers d'écriture, mais qui n'ont pas pour ambition de vous apprendre à écrire, mais vraiment plutôt de révéler comment vous écrivez vous. Donc, bien sûr, pendant les ateliers, si je vois qu'il y a des gens qui ont des difficultés ou qui ne savent pas, qui n'ont jamais écrit, par exemple, de romans ou comme ça, je vais apporter de la structure et des théories et des choses que j'ai apprises. Mais le but, c'est pas d'apprendre à écrire avec une structure nette, précise, etc. J'ai envie vraiment que les gens amènent leur étincelle, leur étoile, leur façon d'écrire, en fait, parce qu'on a des fois tendance à beaucoup théoriser l'écriture et certaines personnes, d'ailleurs, ont besoin de ça. Vous en parliez dans d'autres épisodes aussi du podcast, mais pas tout le monde. Et je me rends compte que des fois, la structure peut freiner beaucoup de gens. Et les gens sont là, mais par quoi je commence? Et puis, qu'est-ce que c'est le show don't tell? Et puis, qu'est-ce que c'est pourquoi est-ce que j'écris un jeu? Est-ce que j'écris en tu? Et en fait, j'ai juste envie de libérer ça, de dire, si tu as envie d'écrire comme ça, tu l'écris. Mais est-ce que, alors, ces ateliers d'écriture, ils s'adressent à qui exactement? Est-ce que c'est pour des personnes qui ont déjà un projet d'écriture et pour quelqu'un qui, par exemple, a une idée de roman et tu vas l'accompagner? Ou est-ce que ce sont est-ce que tu donnes une thématique et est-ce que c'est de la production de texte un petit peu indépendants les uns des autres, avec plus axé peut-être sur le partage entre les participants? Quel est le type d'atelier exactement? Alors le but à la toute base, c'était effectivement plutôt d'aller vers des personnes qui avaient un projet d'écriture mais qui ne savaient pas trop comment se lancer. Donc de donner un peu l'impulsion, mais ça peut être un projet d'écriture de fiction, comme ça peut être d'écrire un essai, comme ça peut être une biographie, comme ça peut être d'écrire un journal. L'idée c'était, j'ai une envie d'écrire, je ne sais pas comment la mettre en place, et voilà l'espace pour le faire, en gros. Et petit à petit, on en parlera peut-être après, mais je me suis rendu compte que peut-être c'était un peu large, et que aussi il y avait des gens qui n'ont pas commencé à écrire, qui n'ont aucune idée, qui tombent, voilà. Et du coup, j'avais cette idée, si tu veux, j'ai mis en place plusieurs offres, donc j'avais vraiment cette idée d'accompagnement, de meute, vraiment on crée une relation aussi en groupe. Et j'avais animé aussi, dans le cadre de mon travail de bachelor,
en service social, j'avais animé des ateliers d'écriture avec des ados dans des écoles. Et l'idée, c'était de vérifier comment les ateliers permettent de créer des liens intra- et interpersonnels. Donc, comment les jeunes créent des liens entre eux, mais aussi en eux, comment ils créent les liens entre eux et l'écriture, et puis comment ils évoluent là-dedans. Et c'était un peu ça aussi l'idée, c'est qu'on crée un groupe, il n'y a pas juste j'accompagne quelqu'un en individuel, il y a une synergie qui se crée, il y a des choses qui se confient aussi dans les groupes, parce que même des fois quand on écrit de la fiction, on sort des choses très personnelles. Et du coup, voilà, il y avait cette construction et ce suivi. Donc j'ai une œuvre par exemple sur toute l'année, où je fais tant de séances, et puis on évolue ensemble, et chaque projet trouve sa place dans le groupe. Le groupe aide en fait le projet à éclore, en gros, à travers les saisons, parce que les saisons, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans ma vie. Et du coup, voilà. Et après, j'ai des offres, par exemple, sur une saison particulière, où là, je vais plus imbriquer des thématiques liées à cette saison, parce que chaque saison, pour moi, a une énergie. Elle va nourrir aussi l'écriture d'une manière différente, et ça, je le teste vraiment avec moi. Et puis, après, j'ai mis aussi une offre avec 1 mois d'atelier d'écriture, donc 4 séances, en gros. Et là, je verrai plutôt des choses thématiques. Et puis, alors, en pratique, donc il y a finalement cette organisation de diverses offres. Enfin, tu as vraiment travaillé sur ce projet très détaillé et extrêmement original et riche. Et pour partir sur ce projet, audacieusement, tu t'es mis donc en dispo, voilà. On peut dire comme ça, et puis tu as fondé ton entreprise, c'est juste. C'est ça. Et tu es partie bille en tête sur... voilà. Et alors, donc, avec le bilan... Donc, c'était il y a combien de temps ? J'ai lancé en janvier de cette année, ouais, donc c'est tout frais. Ouais. Donc, alors, bon, tu l'as dit, parce que tu animes également un podcast. Donc, j'ai écouté sur un podcast qui s'appelle... Legna Flow's Reveries. Je vais changer le nom parce que c'est insupportablement dur. Oui, alors c'est là qu'on fait une parenthèse pour parler littérature pour toi et Legna Flow. Pourquoi ? Parce qu'on avait envie, mais je ne sais pas si on fait la parenthèse maintenant. On peut. Pourquoi ? Alors, à la base, c'est Legna Flow parce que c'était mon pseudo sur Internet quand Internet a commencé à venir. Je ne voulais pas mettre mon vrai nom. Et au début, c'était Wolf Angel parce que j'aimais les loups. Donc les loups sont toujours là. Oui, d'ailleurs, il traîne quelque part encore ce pseudo. Parce que oui, en fait, je l'ai expliqué justement, cette relation. Donc c'était Wolf Angel. Et en fait, les années ont passé. Au bout d'un moment, sur Internet, on doit mettre des pseudos. Et puis Wolf Angel, c'est hyper répandu. Donc j'étais embêtée. Alors je dis à mon chéri, comment je fais ? Et il me dit, essaye de mettre Wolf Angel à l'envers. Ça donne Legna Flow. D'accord. Donc voilà. Donc c'est de sa faute. C'est de sa faute. Très bien. Un geek très connu en fait. Exactement. Oui, mais alors spontanément comme ça, c'est vrai qu'on se dit plus. C'est pas évident, effectivement. Et on voit pas le lien avec mon nom. Il y en a pas d'ailleurs, mais voilà. Donc il y a toujours cette histoire de loup effectivement, et ça se retrouve dans le nom du podcast. Donc voilà. Donc pour revenir sur ce qu'on disait après cette parenthèse explicative dont nous te remercions, et nous remercions ton chéri également pour ses bonnes idées. Parce que en fait, pseudo internet, ça veut dire que tu étais une gameuse ou c'était juste les forums, les trucs comme ça ? Ouais, c'était plutôt les forums. J'ai fait plutôt du jeu de rôle, mais sur forum, toujours par écrit. Donc c'était particulièrement là. Voilà, fin de parenthèse, pardon. Non, mais aucun souci. Je suis en train à chaque fois d'essayer de raccrocher. Qu'est-ce que je disais au départ ? Je l'avais retrouvé. Sur la construction des ateliers, et puis on est à 6 mois. C'est ça, sur merci. Le bilan du podcast. Oui, voilà. Donc tu as fait un bilan fort intéressant dans le dernier épisode de ton podcast, où et j'ai beaucoup apprécié, parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant à la fois de voir ta démarche et tout ce que tu mets en place pour bâtir ton entreprise et puis aller au bout de ton rêve finalement, et ta transparence aussi, parce que c'est bien sur le papier, mais c'est un petit peu... t'es peut-être un petit peu déçu. Bon, on ne doute pas que ça va décoller, mais ça ne décolle pas aussi vite que ce que tu pensais. Est-ce que tu veux bien nous faire un peu le bilan de ces premiers mois ? Oui, bien sûr. En fait, tu m'as dit avant que je me suis lancée bille en tête. C'est pas tout à fait ça, parce que j'ai vraiment une personnalité où j'ai de la peine avec le changement et j'ai quand même un côté hyper suisse où faut pas trop prendre des risques, quoi.
Et le problème, c'est que j'ai commencé à me confronter à une perte de sens dans mon travail pour plusieurs raisons. Pas dans le travail lui-même, mais plutôt dans l'institution dans laquelle je travaillais. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir. J'ai écouté beaucoup de témoignages aussi de personnes qui se confrontaient à ça et qui, du coup, ont lancé leur entreprise. Alors, particulièrement ailleurs en Europe qu'en Suisse, parce qu'en Suisse, c'est encore particulier, mais voilà. Et puis, en fait, j'ai commencé à me faire coacher déjà en février 2023. J'ai commencé à me faire accompagner pour ça. Donc, à la base, c'est une très chère amie qui s'appelle Sarah Sando et qui a lancé à ce moment-là un coaching général. C'était pas seulement pour l'entreprise. C'était pas que pour les auteurs ou... Non, pas du tout. D'ailleurs, ça n'avait rien à voir avec l'écriture. C'était vraiment plutôt trouver sa voix, sa voix de femme, trouver son étincelle, sa force, sa puissance, en fait, dans ce qu'on est vraiment. Du coup, ça me parlait parfaitement. Et donc, j'ai commencé à me faire coacher toute cette année-là. Et à cette époque-là, j'étais déjà en temps partiel au travail parce que je voulais accorder plus de temps à l'écriture, ce qui était vraiment très chouette. Et j'ai beaucoup aimé être à temps partiel là. Mais est arrivée, du coup, cette idée de Littéralouve, de fonder mon entreprise. Donc, j'ai dû énormément déconstruire en amont, notamment mon rapport à l'argent, notamment mon rapport au risque, me renseigner aussi sur tout ce qui est administratif, parce qu'il y a quand même tout plein de choses à faire, et puis voir quelles étaient les possibilités. Et c'est là que je me suis dit, est-ce que carrément je démissionne ? Est-ce que carrément je cherche un autre job ? Est-ce que je vais au chômage ? Enfin, il y avait toutes ces questions d'indépendance qu'il faut se poser en amont. En tout cas, j'avais besoin de me les poser. Ouais, exactement, matériel, tout à fait. Parce que, comme j'ai dit, j'ai mon chéri, on est ensemble depuis longtemps, mais j'avais aussi pas du tout l'envie de me dire, bon, bah, il va tout payer. Et puis, moi, je vais faire ma petite vie. Et voilà, c'était pas dans ma... Et on parle d'indépendance, si c'est pour que tu sois dépendant de quelqu'un, c'est un peu dommage. Voilà, j'avais effectivement pas ce... Voilà, alors qu'il m'aide un petit peu, si, ça fait partie du truc du couple, mais j'avais vraiment envie de tenter mon truc, quoi. Et du coup, bah voilà, je me suis fait accompagner par Sarah et puis elle m'a beaucoup aidée à accoucher du projet. Donc on a tout construit en amont. Donc en fait, en automne 2023, j'avais déjà mon projet prêt. Et puis je me suis dit, bah, je vais lancer en janvier. Je me suis dit, comme ça fait une année fiscale. De janvier à décembre. C'est propre et net. C'est propre et net. Ça, c'est suisse. C'est très suisse. Et puis, en fait, j'avais la possibilité à mon travail de lancer un congé sans solde d'une année, où en fait, je suis toujours employée de cette entreprise, mais je ne touche pas de salaire, je cotise rien du tout. Et j'avais les ressources financières pour faire ça. Donc je me suis dit, allez, je prends ce congé, et ce congé me permet en fait de reprendre mon travail au bout d'un an, si finalement je me rends compte que je veux retourner ou que j'ai pas la sécurité ou peu importe. Ça me laisse un filet de sécurité. C'est raisonnable. Ouais, tout à fait. Donc c'était la meilleure façon. Et donc en janvier, j'avais déjà qu'à être tout prêt, donc toutes mes offres dont je t'ai parlé avant. Et puis voilà, j'avais prévu un lancement officiel des offres en mars, en me disant le printemps, le soleil revient, les fleurs s'ouvrent, les gens ont envie de faire plein de trucs. Voilà. Et quand tu dis que tu avais prévu lancement officiel, c'est-à-dire de faire de la pub, de faire de la com... voilà, plus intensive. Sur les 3 premiers mois de l'année, en fait, je me suis dit, et puis je tape vraiment sur les dates, 21 mars, jour du printemps, 20 mars, jour du printemps, on lance et on y va et on prend des groupes, quoi. Et ça me laissait le temps, janvier, février, de faire des groupes tests avec des personnes que j'ai sollicitées en disant, est-ce que ça t'intéresse ? Comme ça, j'avais des avis, j'avais déjà une première expérience. Ça, je l'ai fait, ouais. Ça, tu l'as fait. Et ça a été très positif. Ça a été très positif, ouais. Tout le monde y a trouvé, en tout cas, quelque chose. Pas forcément... On va dire que les gens que j'avais choisis et qui avaient dit oui n'étaient pas forcément, entre guillemets, dans ma cible... Qui pourraient à long terme vouloir des ateliers d'écriture. Mais ça, tu en avais conscience ? Non, pas du tout. Non. Ça, oui, parce que tu as dit, effectivement, je rebondis, effectivement, tu as dit un truc très intéressant dans cet épisode de podcast qui rejoint ce que tu es en train d'expliquer. C'est que tu as dit, j'ai voulu toucher tout le monde, et en fait, quand tu touches tout le monde, tu touches personne. C'est ça. Bon, c'est
une des clés du marketing, mais je pense qu'effectivement, c'est peut-être il y a eu un mauvais ciblage, entre guillemets. C'est ça, au départ, ouais. Et après, l'avantage, entre guillemets, d'être indépendant et de pouvoir analyser tout ça et de prendre le temps d'analyser tout ça, c'est qu'après, tu peux rediriger. Donc, bien sûr, j'en ai fait quelque chose, j'en ai fait une réflexion, j'ai continué à me faire coacher, d'ailleurs, par Sarah. Et puis on a discuté des possibilités, et puis le temps aussi a passé. J'ai fait aussi mes autres projets, et puis c'est ce que je dis aussi dans l'épisode, c'est que j'ai profité, entre guillemets, du fait que personne ne s'inscrive à mes ateliers pour créer d'autres choses, parce que de toute façon, je ne m'arrête jamais. Donc c'était de toute façon pas du temps perdu. Et après, être déçue, t'en parlais avant, peut-être que je suis un peu déçue, même si déçue pour moi, c'est déjà un très, très vilain mot, c'est très fort la déception pour moi. Mais je peux pas dire que je suis déçue, mais effectivement, je m'attendais à ce que... J'avais fait un business plan, tout ça, hein. Donc je suis pas dedans, quoi. Une étude de marché aussi. Étude de marché, ouais, j'ai regardé parce que Sarah m'a conseillé une comptable qui faisait aussi des business plans, donc elle m'a aidée aussi. Elle a vu qu'il y avait des offres qui ressemblaient, mais enfin, disons que je propose quand même quelque chose d'unique en mettant en lien tous ces éléments dont j'ai parlé avant, avec des tarifs très, 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 très pas bas, mais quand même préférentiels par rapport à toutes les autres offres d'écriture, on va dire. Mais malgré ça, et c'est peut-être là que se situait la petite déception, c'est que les gens ne sont pas venus, en fait. Donc j'ai mis des avis, je suis allée voir les gens, j'ai continué à échanger, et en fait, il me manque cette étape de conversion qu'on appelle en marketing d'ailleurs, voilà. Mais donc, tout le monde me dit est-ce que tu sais pourquoi voilà, parce que c'est finalement sur l'analyse, enfin je trouve que c'est vraiment t'es pleine de courage et de parce que c'est pas si facile que ça de savoir se retourner sur un projet qui est pas allé exactement dans le sens qu'on voudrait. Est-ce que tu as su déterminer ce qui avait empêché le projet d'aboutir dans cette forme-là, en tout cas. Justement, avec ma coach, j'ai un petit peu ciblé tout ce qui jouait pas, en fait. Parce que malgré... Je me suis aussi fait accompagner sur la com, et malgré le bon accompagnement, mes posts, etc., ça faisait pas venir les gens. Donc j'ai mis tout ça ensemble, on a analysé tout ça, et effectivement, il y a ce problème de ciblage, je pense. J'ai voulu, comme avec mes livres, finalement, toucher un peu beaucoup de monde. Et ça marcherait peut-être mieux avec une niche. Après, il y avait aussi la question de mes offres, dont je t'ai parlé avant. C'est très générique. Et j'ai eu la possibilité d'animer un atelier en collaboration avec une amie sur le thème du tarot. Et là, on n'a pas eu de peine à trouver des gens. Donc là, je me suis dit... Et c'est pas seulement parce qu'elle a amené son réseau, mais c'est aussi parce que, en fait, la niche du tarot... à parler aux gens. Les gens sont venus, ça les intéressait, ils sont venus tout de suite. C'est à la fois une niche et puis c'est plus concret en même temps. Oui, c'est-à-dire on se rend mieux compte. C'est exactement. Trop flou, effectivement, les gens n'osent pas. On ne sait pas, ouais. Et puis bon, après j'ai tout un aspect technique aussi qui fait que je ne me suis pas vraiment penchée dessus non plus. Parce qu'il y a des choses où ça me renvoie aussi à des trucs hyper personnels, un peu des violences comme ça, et des choses que j'aime pas du tout faire, bien sûr. Et notamment tout l'aspect technique en fait, là, les gens, aujourd'hui, et j'ai la conscience de le dire aussi, c'est que pour faire un atelier avec moi, ils doivent venir vers moi. Il y a des gens qui font des ateliers, par exemple, ou des activités ou des événements. Les gens, ils cliquent sur un bouton et ils achètent. Et moi, j'ai pas ce bouton. Les gens, ils doivent m'envoyer un mail ou m'envoyer un message. Mais tu as un site pourtant, donc ça c'est quelque chose qui serait peut-être pas complètement compliqué à mettre en place. Ce ne serait pas compliqué, effectivement. Mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte aussi que ça pouvait freiner des gens. Et en plus, je ne l'ai pas vu tout de suite. C'est un peu bête parce que je suis quelqu'un d'assez introverti. Et moi, en tant qu'introverti, je vois qu'il n'y a pas spécialement de possibilité de faire ça facilement. J'y vais pas. Donc voilà, c'est tous ces éléments un peu mis et d'autres détails encore qui font que j'ai dû redéfinir tout ça. Et puis, je vais voir un petit peu sur la fin de l'année. Mais j'ai dû aussi, dans le processus, accepter qu'un an, c'est vraiment très court. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Si on redescend un petit peu, t'es qu'à 3 mois de ton lancement. Oui, c'est exactement. Ouais. C'est court. Ça va, il faut... Il n'y a pas de panique. Calmons-nous, tu vois. Effectivement, j'ai dû prendre aussi... Et c'est bien que tu aies ce recul qu'à 3 mois, finalement. Ouais. Mais clairement, trop généraliste. En fait...
On sait déjà d'un point de vue commercial et marketing, ça marche mieux si tu pars d'une niche pour élargir que l'inverse. Et puis la deuxième chose qui est la plus évidente, c'est, et on le sait pour nos newsletters, on le sait pour quand tu as une vie d'auteur indépendante, c'est tu dois limiter au maximum la friction qu'il peut y avoir sur l'impulsion d'achat. C'est ça. Plus tu as de trucs à faire, moins tu vas acheter, en fait. Tu vois, s'il faut envoyer un mail, que tu revalides le mail, qu'il y ait un échange, machin, c'est compliqué. Ça, c'est très long. Ouais, c'est clair. Alors, les gens qui ont réussi à mettre techniquement en place un clic, t'es inscrit, c'est clair qu'ils éliminent ce problème, donc c'est beaucoup plus simple. Il vaut mieux être très facile à inscrire, mais aussi très facile à désinscrire. Comme ça, l'erreur est pardonnée, entre guillemets, puis tu dois pas à vie la somme qui est demandée, etc. Puis tu peux imaginer des variantes autour de ça que finalement ce que tu as mis en place. Oui, tout à fait. Pas grand-chose, finalement. Non, c'est des détails, finalement, et puis recibler et lancer tout ça, quoi. Parce qu'on est d'accord que là, ton offre, tu n'as pas renoncé. En tout cas, rassure-nous. Non, je n'ai pas renoncé, non. Donc, ça veut dire que les auditeurs qui éventuellement seraient intéressés par... non, mais c'est important de le souligner. C'est des groupes de combien, du coup, que tu fais ? Alors, je pense que 7 maximum, c'est le grand max. Si donc c'est l'idéal. En présentiel. Même en ligne, en fait. Parce que comme je propose des ateliers qui ne sont pas juste pour enseigner quelque chose ou pour juste écrire, et que je propose cet accompagnement, ce processus d'écriture, il y a beaucoup d'échanges, en fait. Ce n'est pas juste on écrit le texte, donc à chaque fois, on a le choix, bien sûr, toujours d'échanger ou non, de partager le texte qu'on vient de faire. Et puis les autres aussi interagissent, donnent des conseils, encouragent, etc. Donc il faut le temps de faire ça. Et d'ailleurs, au début, j'ai mis des ateliers d'1 heure et ce n'est pas assez. C'est très court, 1 heure. C'est très court, 1 heure. Oui. Alors ça, c'est certain. Donc voilà, ça c'est aussi des choses que je peux adapter et sans faire des ateliers de 2 heures, mais c'est vrai que 1 heure c'est pas assez pour tous les échanges qu'on a aussi, parce qu'il y a tout ce côté écriture, bien sûr. Il y a les 15-20 minutes où je fais l'exercice d'écriture et puis les gens laissent sortir ce qu'il faut sortir. Et après, le reste, c'est tout des échanges, c'est des conseils, c'est des... Voilà, donc oui, mais c'est toujours ouvert, bien sûr. Donc si les gens sont intéressés, comment est-ce qu'ils font pour trouver ce fameux bouton On ne veut pas faire tout le truc sur la promo, mais quand même, puisqu'on en parle, d'autant qu'il existera au moment de la diffusion de l'épisode. C'est vrai. Donc, il faut aller sur ton site. Ce sera par le site, ouais. Je vais renvoyer sur le site, je vais ouvrir donc manitastephanie.com. Exactement. Et je vais ouvrir un genre de boutique où il y aura l'aspect des livres aussi, parce que ça, c'est aussi quelque chose que les gens ne trouvent pas actuellement sur mon site. Je n'ai pas de boutique, donc les gens peuvent acheter qu'en salon ou sur les deux, sur Books on Demand. Et il y aura la possibilité de prendre un atelier et probablement que je vais préciser aussi les choses, les thématiques, etc. pour que les gens y voient plus clair. C'est bien, ça te fait. Mais je trouve que, en vérité, tu as déjà mis pas mal de choses en place dans ta com. Donc, comme dit Cyril, il manque pas grand-chose. Parce qu'en plus, tu as une newsletter. J'en ai 2 même. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais j'hésitais légèrement parce que, alors moi, je suis inscrite à celle d'autrice. Oui, alors et celle qui fait sur le cycle des saisons, sur laquelle j'aurais bien aimé aussi que tu nous dises quelques mots parce que je te l'ai déjà dit en off et tu le sais, et je trouve que Stéphanie fait une newsletter qui est vraiment super originale. Tu offres quasiment un bouquin oui, alors elle est très longue, effectivement. Elle est alors donne envie, c'est le moment, c'est le moment promo. Non, mais elle est très intéressante ta newsletter parce qu'elle en tout cas celle-là, l'autre, j'avoue, je la connais pas, mais parce qu'elle se démarque totalement de ce qui se fait et de ce que font les auteurs en général. Donc... Tu vois que tu sais trouver des niches. Oui, voilà. Alors, mais totalement, elle marche super bien, cette newsletter. Enfin, j'ai bientôt 60 abonnés et puis régulièrement des retours, comme toi d'ailleurs, qui m'a dit que c'est intéressant, et d'autres personnes qui me disent « Ah, ce passage m'a bien plu, j'ai été prendre ce livre, etc. » Parce que dans le cycle des mots, ma newsletter d'autrice, qui paraît tous les 3 mois, donc j'ai vraiment voulu mettre ce côté saison en avant, parce que les saisons ont vraiment une importance primordiale pour moi, et ça fait quelques années maintenant que je me suis rendu compte que je fonctionne avec ça. Et donc, tous les 3 mois, dans ma newsletter, je mets un peu
mon état d'esprit de la saison d'avant, je mets mon état d'esprit de maintenant. Je confie des trucs parfois assez intimes finalement. Je mets des recommandations lecture, je mets des recommandations d'artisans, de personnes avec qui j'aime travailler ou desquelles j'aime les produits. Je mets des recommandations... je fais des pubs pour des autres choses que j'aime. J'ai mis aussi un truc sur la sensorialité. Donc, je mets des petites phrases, en fait, qu'on peut lire liées au sens. Donc, à l'odorat, le goût, le toucher, la vue. Pour que les gens s'immergent, en fait, dans la saison, parce que je trouve qu'on se déconnecte beaucoup de ça. Et j'avais envie, je crois, de ramener les gens à cet essentiel de la saison, de chaque saison, en fait. Et en même temps, ça me fait, moi, mon petit exercice immersif de visualisation et de ressenti de ce qu'on peut vivre de chaque saison. Même si aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, on est un peu décalé. Les saisons, c'est plus aussi net qu'avant. C'est vrai. Mais elles existent toujours sur le calendrier. Voilà, exactement. Et puis, il y a... Puis des textes aussi. Oui, des textes inédits, des extraits de romans qui vont paraître, par exemple, ou de textes que j'ai produits à côté. Elle est très généreuse, je trouve, cette newsletter. Je trouve qu'il y a beaucoup, et puis il y a beaucoup de toi, c'est assez touchant. Et, alors, elle est peut-être moins axée sur le business et sur... c'est peut-être pas dans celle-là que tu vas parler justement de tes offres Littéral Louvre, donc, mais là, tu en as une autre. Voilà, exactement. En fait, j'ai voulu différencier les deux parce que même si Littéral Louvre, c'est moi... il y a pas les mêmes choses que j'ai envie de transmettre, notamment dans la newsletter de Littéral Louvre. Je donne par exemple des conseils d'écriture, mais pas au sens il faut écrire comme ça, ou les banals conseils qu'on trouve un peu partout, ou qui sont vulgarisés d'œuvres littéraires qui parlent de ça. Mais je vais partir en fait d'un vécu en atelier, par exemple, et puis d'un conseil que j'ai donné à ce moment-là, ou de quelqu'un d'autre qui a donné le conseil à quelqu'un, en fait, tout simplement. Donc on part de ce vécu-là et de comment sortir. Par exemple, il y a eu exprimer ses sentiments, partir des émotions, parler de sensorialité, comment écrire des dialogues, mais... vraiment, notamment une participante, une très chère amie à moi, qui a dit, moi, en fait, quand j'écris un roman, j'écris tous les dialogues d'abord. Ah oui. Et alors, pas de l'entier du roman, mais par exemple, pour le chapitre, avant d'écrire toute la scène, toutes les descriptions, écrire tous les dialogues. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que je faisais la même chose sans me rendre compte. J'écris en majorité les dialogues quand même, les interactions entre les personnages, et après, je brode autour la scène d'action, la scène... voilà. C'est pas la première fois que j'entends ça. C'est vrai. Ça débloque, en fait. C'est surprenant. Et du coup, voilà, on part vraiment de ça. Pardon, l'auteur que j'avais entendu parler de ça, un auteur anglo-saxon, à la fin, il relit son chapitre et il n'y a quasiment rien à rajouter. Ouais. Parce que, comme il écrit beaucoup dans le dialogue, il passe tout ce qui a passé dans le dialogue. Mm-hmm. Et du coup, il y a très peu de contexte à rajouter. Parfois, il y a des chapitres, c'est que ça, que du dialogue. Ouais, alors là, ça peut être... Donc ça s'adapte pas partout, c'est un peu particulier. Mais c'était intéressant, cette approche. Ouais, absolument. Faut tester. Mais c'est bien parce que c'est aussi un partage très personnel finalement. Parce que même si tu donnes des conseils, mais tu les donnes à l'aune de toi, ta propre expérience, de celle de tes participants. Ouais, exactement. Et puis et je partage aussi des histoires, les histoires de mes participants. Donc comment je les ai rencontrés, qu'est-ce qu'ils sont venus faire à l'atelier. Donc là, du coup, tous les ateliers de test, j'ai pu parler de ces gens. Je n'ai pas du tout fini parce que j'avais quand même 12 personnes. Et voilà, et j'ai envie de parler des gens, en fait. J'ai envie de parler de ce qu'on fait dans Littéral Louvre, dans tout ce que ça implique. Mais alors, tu nous dévoiles petit à petit ton univers. Donc, il y a ton univers d'autrice, il y a l'animatrice d'atelier, il y a l'autrice de newsletters qui prennent aussi du temps et qui sont quelque chose d'assez complexe à organiser, des ateliers que tu organises en co-animation. Tu as un podcast, tu as une chaîne YouTube, tu as un site internet. Est-ce que tu as un TARDIS? Je n'ai pas de TARDIS, non. Le TARDIS, c'est une machine qui voyage dans le temps, ce qui permet du coup de créer des heures là où il y en a. Du Docteur Who. D'accord, oui, j'avais pas la ref et je me disais, ça y est, tu comprends encore pas. Voilà, je n'ai pas de TARDIS. Ce serait pratique.
Mais est-ce que, alors la question est un peu provocatrice et je te prie de m'en excuser, mais est-ce que tu t'éparpilles pas un tout petit peu? Si. En fait, je pense que... Merci. Non, si. Il nous semblait bien aussi. Je m'éparpille parce que, en fait... C'est pas le bon mot, éparpillé, mais tu vois ce que je veux dire. Prie, tu vois ce qu'elle veut dire. C'est pas toi qui as dit ça. Nous sommes un duo. Bref, excuse-nous, vas-y. Pas de problème. Oui, alors en fait, tout ça, j'ai pas tout lancé en même temps. Hein. Il faut quand même remettre les choses dans ce contexte-là. Je pense que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à comment communiquer avec les gens à partir du moment où je suis venue sur Instagram. C'est le principal outil que j'utilise quand même pour aller vers les gens. Et après, disons que dans chaque outil que j'utilise, il y a un autre besoin, en fait. Donc, par exemple, la chaîne YouTube, elle est complètement à l'abandon. Et d'ailleurs, j'hésite presque à la retirer parce que c'est le truc qui me prend le plus de temps, même si j'adore faire des vidéos. C'est vraiment un truc que je trouve c'est assez intime. Il y a la personne en face. Et t'en faisais sur Insta à un moment donné je faisais aussi des reels et tout ça. Je me souviens que tu faisais à un moment une rencontre hebdomadaire. Oui, où je parlais de livres, en fait. Je partageais mes lectures. Ouais, exactement. Oui. Mais il y avait ce truc sur les reels et tout ça. Le problème, c'est que j'aime bien la vidéo longue, où on parle longtemps, où on développe les sujets. J'ai plus de peine avec 7 minutes, là, qui me frustre un peu. C'est beaucoup de travail pour moi, pour très peu de... Comment se dire, plus le format est court, plus c'est compliqué à tourner. Ouais, pour moi, c'est plus dur de trouver la bonne idée, la bonne musique, la bonne punchline. D'être impactant tout de suite. C'est ça, que de parler des heures. Voilà, moi, je sais pas faire synthétique. Voilà. Et donc, la chaîne YouTube, notamment, je parlais surtout de lecture. Et puis après, j'ai essayé de parler un peu d'écriture. Puis je voulais faire des vlogs, mais ça va pas, ça me prend trop de temps. J'arrive pas, ouais. Le podcast, il y a quand même moi, j'adore. Maintenant, les podcasts, j'écoute que des podcasts. J'écoute même plus de musique dehors, j'écoute que des podcasts. Donc, c'est un outil que j'aime bien parce que c'est un bon mélange entre l'intimité et en même temps la régularité. C'est moins long à monter qu'une vidéo, par exemple. Donc ça, je pense que je vais le garder, mais c'est aussi parce que moi, j'aime en consommer que je me suis dit, je vais essayer. Et puis finalement, j'ai des bons retours quand même, des gens qui me disent, t'as une voix qui est agréable, parce qu'il y en a des fois, c'est un peu compliqué à entendre. Et puis j'aime les écrire, puis j'aime en même temps que ce soit un peu spontané. Donc ouais, la newsletter, pareil, il y a un besoin d'intimité, de m'éloigner un petit peu des réseaux, de confier des choses que je dirais pas sur les réseaux forcément. À des inconnus qui réagissent pas, en fait. J'ai un vrai problème aussi avec ce côté réseau social où on a beaucoup d'abonnés. Bon, j'ai 700 abonnés, donc c'est pas non plus un méga truc, mais je sais pas, j'ai 4 réactions sur mes posts, quoi. Donc, bon, après, la newsletter, quelquefois, enfin, je sais pas comment c'est pour tes newsletters, mais quelquefois, c'est pareil. Enfin, moi, oui. J'en ai une aussi, et je trouve qu'on peut avoir parfois une certaine frustration d'envoyer une newsletter. De pas avoir de... Mais les gens la lisent. Oui, c'est ça. Que les gens voient tes posts. Enfin, bon, il y a la question de l'algorithme, etc. Exact. C'est pas parce qu'ils réagissent pas qu'ils le voient pas. Oui, bien sûr. Je pense que ça, il faut pas trop se décourager. Non, la c'est newsletter, sûr. tu as au moins le feedback selon l'outil que tu utilises, de savoir s'ils ont ouvert ou pas le mail. Oui, ça, c'est ça. Et puis, alors que sur les réseaux, tu n'as pas vraiment. Oui, tu as raison. Et ce que j'aimais, c'est qu'effectivement, on n'est pas dépendant de cet algorithme, même si je ne fais pas une fixette là-dessus, mais j'ai un genre de frustration de me dire sur Instagram, j'ai peut-être 700 personnes qui sont abonnées à mon compte, mais en fait, il y en a 100 qui voient mes pubs. Il n'y a même pas des fois 100 personnes qui voient mes publications, j'ai 20 personnes qui voient mes stories. Moi, si je suis abonnée à quelqu'un, c'est pour voir son contenu. Donc, il y a vraiment le côté newsletter. Tu choisis de t'inscrire, tu la reçois, tu la lis. Si tu n'aimes plus, tu te désabonnes. Et voilà, il y a un côté un peu plus, je sais pas, libre. Un peu libre et un peu plus... il n'y a pas d'algorithme, en fait. C'est que les gens qui veulent être là, qui restent. Sont motivés. Il y a c'est un petit peu je ne sais plus qui est l'auteur qui parlait de sa newsletter en disant c'est les ultras, quoi. Ceux qui sont abonnés à ta newsletter, c'est vraiment ceux qui te suivent, qui sont intéressés par ton contenu et qui veulent vraiment avoir les infos en direct, toutes les infos et être sûr de rien rater. Ouais. C'est vrai que c'est ceux qu'on a envie de chouchouter le plus. Ouais, exactement. Mais après, sur la question de la dispersion, oui, c'est que...
cette année, je réévalue aussi, c'est l'occasion d'avoir plus de temps pour ça. Je réévalue vraiment ce qui va être nécessaire et puis je colle vraiment à ma saisonnalité. Parce que j'en ai pas parlé là, mais j'ai une saisonnalité, c'est-à-dire que de février à juillet à peu près, j'écris. Et je suis capable pratiquement que de faire ça. Enfin, il y a bien sûr les ateliers, tout ça, c'est encore à part. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que les ateliers, animer des ateliers, préparer des ateliers, débriefer les ateliers, ça me donne presque autant d'énergie qu'écrire. Et ça, c'est complètement inédit pour moi. Je suis pas étonnée. Ouais. Et pour l'instant, il n'y avait que l'écriture. J'ai bien compris, ça t'en donne? Ça m'en donne, ouais. Vraiment, je me nourris de ça. Et comme l'écriture, en fait, je peux être hyper crevée. Si je suis dans ma période d'écriture, en fait, je vais ressortir comme si j'avais dormi, je sais pas. Ça me donne de la force, en fait. C'est euphorisant. Ouais, il y a un côté euphorisant, il y a un côté On se demande pourquoi t'arrêtes en juillet, tu vois. Ben, en fait, justement, C'est vrai. avant, je pense que je fonctionnais pas trop comme ça, mais en 2018, j'ai fait un burn-out lié au travail. Et depuis là, en fait, j'ai encore des séquelles de ce burn-out, de concentration, etc. Et je me rends compte qu'il y a des moments de la journée, par exemple, où j'arrive plus du tout à faire certaines tâches que j'arrivais à faire avant. Et là où j'ai commencé à m'écouter, c'est que je me suis rendu compte aussi qu'il y a des moments dans l'année où je peux pas écrire. Par exemple, en automne, j'ai besoin de me remplir. Donc, je vais lire beaucoup. Je vais interagir avec des gens, je vais chercher des choses, je vais avoir plein d'idées de romans ou d'écrits ou quoi. Je peux écrire des articles, je peux peindre, je peux créer autrement, mais je peux pas être dans un premier jet en automne. Ça doit pas sortir, ça doit rentrer. C'est un peu bizarre comme vocabulaire, mais voilà. Et du coup, j'ai pas du tout ce sentiment quand le printemps arrive, là en février, mars. Maintenant, il commence à faire vraiment beau en février en général. Là, je sens une nouvelle. Là où les gens vont sortir, par exemple, prendre l'air et tout. Moi, je m'enferme pour écrire, mais pour sortir les choses en fait que j'ai engrangées pendant l'automne et l'hiver. Et puis, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Du coup, pourquoi j'arrête? Oui, là, je suis en train de finir gentiment... j'arrive sur la fin d'un autre projet d'écriture et je sens que c'est en train de partir, que je n'ai pas fini, en fait, ce roman. Et je sens que, non, mais en fait, il faut que je finisse parce qu'après, ça va partir. Et je sens que je suis déjà moins dans cette vibe, que ça s'en va, ça s'échappe, j'ai besoin d'autre chose. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette newsletter. Il faut maîtriser la bête. C'est ça, ouais. Je me suis... En fait, la connaître à défaut de la maîtriser. Ouais, exactement. Et je me suis dit pourquoi lutter en fait contre ça et faire des choses. Et c'est aussi en ça que je vais mieux cibler typiquement le podcast. J'aimerais beaucoup le reprendre beaucoup plus régulièrement, mais il faut que j'optimise l'automne entre guillemets parce que c'est justement à cette période-là que je pourrais écrire des podcasts, que je peux réfléchir aux épisodes, que je peux les enregistrer parce que j'aurais pas entre guillemets de travail sur un manuscrit, en tout cas pas de premier jet. Et donc, j'aurai du temps pour enregistrer les podcasts et j'en prépare en avance. Et comme ça, en fait, vous avez des podcasts toute l'année. Voilà, mais je le fais sur 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et les autres 6 mois, je fais autre chose. Donc, il n'y a pas tant d'éparpillement que ça. Non, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs activités qui sont saisonnières. Qui sont saisonnières et puis qui sont arrivées aussi à des moments différents. Ouais. Le site, par exemple, je me suis rendu compte que j'ai tendance... Là où les gens sont en train de déprimer, c'est l'hiver, c'est décembre, il y a les fêtes de fin d'année, etc. Moi, en fait, j'ouvre des trucs. J'ai ouvert mon site, j'ai travaillé sur mon site en décembre. Et je l'ai ouvert en fin décembre, quand tout le monde était un peu genre « c'est l'hiver, il fait moche, blabla ». Moi, j'étais là, venez sur mon site. J'ai ouvert mon site d'autrice et tout. Et puis, ouais, je sais pas, il y a des moments comme ça où je me remplis, je sors des trucs. Mais je trouve cette vibration par rapport aux saisons, à la nature aussi. Tu parles de ton potager. Il y a un truc, c'est assez intéressant justement, parce qu'il y a une ouverture à l'univers, au monde, aux vibrations. Que tu découvres toi-même petit à petit, j'ai l'impression. Oui, alors maintenant je suis un peu plus au clair, mais effectivement, ça fait pas très longtemps. Si je regarde sur toutes les années où j'ai fait tout ça... Je dirais que ça fait 3 ans où je suis vraiment connectée. Il y a les cycles de la Lune aussi. Je me suis rendu compte que selon ce qui se passe, etc. J'ai beaucoup ritualisé en fait mon quotidien aussi. Et puis
Et puis ça me fait du bien en fait. Et puis on est dans une société aussi, et c'est ça que je pense je veux amener aussi dans ma newsletter, c'est que je trouve qu'on est dans une société où il faut avoir un rythme que tout le monde doit avoir, et en fait non, on n'est pas fait comme ça. Bon, en tout cas, je suis pas faite comme ça. Et c'est aussi ça que j'avais envie d'envoyer aux gens, et de dire, si en fait, en septembre, vous n'êtes pas galvanisé par la rentrée parce que vous n'avez pas d'enfants, ou bien vous avez envie de vous mettre chez vous avec un livre et un petit thé, faites-le. Parce que... trouvez du temps en tout cas pour le faire, parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Après, il y a des gens en automne, ils sont l'inverse de moi. Ils sont tout à fait... c'est là qu'ils commencent les trucs. J'ai un participant d'ailleurs aux ateliers qui m'a dit, moi je verrais ça plutôt en septembre, parce qu'en septembre, il y a tout qui se lance en fait. Donc lui, il est réglé sur ce rythme sociétal auquel moi, ça me fatigue en fait. Non, en automne, moi, je veux lire. Laissez-moi lire tranquille. Bon, ça peut poser problème en l'occurrence, parce qu'il faut un peu aussi t'adapter au... Bien sûr, je ne fais pas mon ermite. Des clients qui est peut-être pas tout à fait le même. Ouais. Et je rebondis sur ce que disait Cyril tout à l'heure quand il disait 1 an, c'est court, parce que là on a l'impression quand même les choses se mettent en place gentiment, avec une réanalyse de ton début d'année et de tout ce que tu as mis en place, de ce qui a marché, de ce qui a un petit peu moins marché, de réorienter certaines choses. On ose te demander si ce congé de 1 année, déjà, et ça rejoint la question qu'avait posée notre fidèle auditrice Rebecca, c'est vrai. N'est-ce pas? J'ai vu sa question. Voilà, donc la question était comment te sens-tu d'avoir quitté ce boulot et dans cette nouvelle vie? Et j'y ajouterais, est-ce que ton projet est de... Enfin, j'ose à peine demander ça, mais est-ce que tu peux oser de reprendre ton travail, ton ancien travail à l'issue de cette année, ou est-ce que c'est trop tôt pour dire? Alors, c'est vrai qu'à la base, je devais être au clair autour de l'automne, parce que j'ai quand même un délai, c'est-à-dire que si je ne reprends pas, j'ai le préavis, entre guillemets, je dois avertir l'employeur que je ne vais pas reprendre, comme ça, ils peuvent trouver quelqu'un d'autre pour moi. Donc ouais, je suis gentiment en train d'en discuter. J'ai toujours ma coach, donc j'en discute avec elle, ça fait partie des choses. Et on est bien tombé d'accord sur le fait qu'1 an, c'est pas du tout assez, et qu'il va falloir prolonger ce délai. Mais est-ce que je le prolonge comme il est maintenant, c'est-à-dire 100% littéral ouvre, 100% écriture, comme je fais maintenant, ou est-ce que je vais vers d'autres cibles aussi, parce que le social, ça me plaît quand même beaucoup. Est-ce que je ne présenterai pas Littéral-Ouvre, par exemple, dans des entreprises sociales, en fait, ou avec des autres publics, des personnes âgées, des adolescents, des maisons de quartier, toutes ces choses comme ça, pour tenter, je ne sais pas, d'assurer une certaine sécurité financière, en mode je suis quand même employée quelque part, même si c'est un petit taux. Et à côté, je fais Littéral-Ouvre. Et voilà, mais la question reste en suspens, même si ces possibilités sont ouvertes, parce que je ne sais pas comment ça va se passer cet automne. Là où je pensais avoir senti l'énergie des gens au printemps, visiblement les gens sont à l'opposé de moi. Donc je me dis, si moi en automne j'ai envie de m'enfermer, peut-être les gens ils auront envie de s'enfermer avec moi, j'en sais rien, et d'écrire plein de projets, je sais pas. Donc ouais, ça reste ma volonté, en tout cas, elle n'est pas forcément de retourner vers cette entreprise, parce que je me suis, pour répondre à la question de Rebecca, je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie, en tout cas droite dans mes baskets, et sentie aussi alignée à ce que je veux faire dans ma vie. Donc à chaque fois que je fais un atelier, à chaque fois que j'écris, à chaque fois que je fais ça, je me sens à ma place en fait. Et les retours des gens vont dans ce sens-là aussi. C'est pas genre moi j'aime juste animer des ateliers, il y a vraiment des plus-values. L'atelier qu'on a fait sur le tarot, on a eu... C'était que 4 séances, mais il y a des gens qui sont restés. Il y a une dame qui a participé, que j'accompagne encore maintenant, qui a besoin d'écrire et qui va le faire, et que je vais accompagner. Donc, il y a un vrai... Je me suis rendu compte, en fait, de plein de trucs à changer, peut-être dans le marketing, dans la communication, dans le côté technique. Mais s'il y a un truc qui a du sens, en tout cas, que j'ai fait en faisant Littéral-Ouvre, c'est créer Littéral-Ouvre. Donc, Littéral-Ouvre ne va pas disparaître. Mais c'est ça, et puis ce serait finalement, on se dit un petit peu, mais c'est juste au moment où tu alignes les choses tout à fait comme il faut, et où tu définis peut-être avec plus d'efficacité tous tes projets, et où ça fonctionne, qu'il faudrait que tu retournes travailler comme assistante sociale. Donc c'est vrai. Bon, ça tombe un peu mal, quoi. Ouais. Il y a un truc qui est
assez généralisé. En général, quand tu goûtes à la vie d'indépendant, c'est très difficile de revenir à une vie de salarié, ou en tout cas une vie de salarié de 100%, c'est quasiment impossible. Ouais, c'est difficile d'endurer le contexte social, professionnel et la pression qu'on te met pour des mauvaises raisons en général dans une entreprise, quand tu n'es pas ton propre patron. Quand tu as goûté à ça, même si tu n'y arrives pas tout de suite, c'est difficile de revenir en arrière. C'est ça. Évidemment qu'on te souhaite le meilleur pour ça et que, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, t'es pas très loin à mon avis, il faut du temps. Pas être défaitiste du tout, mais je sais d'expérience qu'il faut 3-4 ans avant qu'un truc commence à être vraiment rentable. Donc ce qui est rassurant dans tout ce que tu racontes, c'est t'as ton pourquoi. Oui, exactement. Et ça va suffire à te motiver. Après, il faut vivre pendant ces 3-4 ans. Faut rentrer. C'est ça. On vit dans une société où il y a le problème de l'argent, il y a le problème des dépenses et de la vie courante. Donc, il faut solutionner ce problème. Mais je suis assez confiant que tu ne vas pas laisser tomber ce truc, de toute façon. Non, voilà, c'est ça. C'est ce qui est sorti aussi avec ma coach, c'est que elle m'a dit, même si finalement tu retrouves un mi-temps ou quelque chose... Littéralement, ça va rester et c'est ce que tu as créé, c'est ce que tu vas mettre en place. Donc, il y a vraiment... et c'est comme l'écriture, finalement. À aucun moment, j'ai pensé abandonner l'écriture. Ça fait partie de moi. Donc ouais, après, c'est aller dans ce sens-là, solutionner ce problème de sous. Parce que s'il n'y avait pas de sous, ce serait très bien. On ne se poserait pas de questions, mais nous vivons... Voilà. Il en faut un peu. Il en faut quand même un peu. Donc voilà, mais il se trouve aussi que je suis bien entourée et que je peux facilement discuter de ça avec mon chéri, et même si j'ai toujours pas cette volonté qui m'entretienne. Voilà, j'essaie de, sans être naïve, mais d'être consciente de ce qui se passe et en même temps de me dire je vais me lancer... pas corps et âme non plus, parce que je veux pas y perdre la santé, justement, à me dégoûter pour quelque chose, alors que c'est quelque chose que j'ai créé, qui vient de moi. Mais de me dire, je vais tout faire pour, en fait, que ça marche. Et puis, si c'est des ajustements, c'est des ajustements. Si je dois remodeler tout, parce que c'était aussi une possibilité que ça marche vraiment pas, que ça parle à personne, etc. Mais là, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas du tout le cas, ouais. Donc, les gens, en tout cas, mais même, comme je disais, les gens qui n'étaient pas dans ma cible au début de l'année... ça leur a apporté quelque chose. C'est des gens qui sont restés un peu en contact, il y en a qui s'envoient des messages. Enfin, rien que ça, pour moi, en fait, c'est déjà... la mission de Littéralouve, elle est remplie. Bien sûr. Donc maintenant, c'est comment rendre ça suffisamment rentable. C'est comme quand tu as écrit le livre et puis que tu as touché un lecteur. Voilà, tu es déjà pour l'auteur, content. En général, ça suffit, tu vois. Mais après, effectivement, il y a les bassesses matérielles, on va dire. Exactement. C'est sûr, mais on te souhaite en tout cas tout le meilleur. Et puis c'est vrai que ta mise en place, ça ne se fait pas aussi vite que tu voudrais, mais c'est un ensemble qui me semble très cohérent, en vérité, quand je t'entends l'expliquer. Donc je pense que ça va fonctionner très bien. On te le souhaite en tout cas. Est-ce qu'on conclut l'épisode ? Je sais pas, je te sentais sur une sorte de ton de conclusion. On est un tournant, mais on est à 1h10 d'interview. Voilà, j'ai encore 2000 questions, mais d'un autre côté, on sait que Stéphanie reviendra du coup dans 3 ans pour nous faire le bilan des 3 ans. 3 ans, parce que tu as dit 3 ans. Non, c'est vrai qu'on a dévié. Moi, j'avais aussi pas mal de questions du côté création littéraire purement. Donc, mais le feedback là et l'interview étaient très intéressantes. Mais je vois qu'on arrive à 1h10, c'est pour ça que je pose la question. Juste, et sans marcher sur des sables mouvants ou des choses comme ça, ou des sujets qui fâchent, mais typiquement, tu es autrice indépendante, donc il y a tout ce côté entrepreneurial de l'autrice indépendante qui est intéressant et qui t'a sûrement servi pour créer Littéralouve. Mais tu fais des choix... typiquement de ne pas être présente sur Amazon. Tu me dis si je me trompe, mais... Oui, en tout cas, j'y vais pas d'office. C'est-à-dire, je vais pas choisir Amazon pour éditer mes bouquins. Par contre, la plateforme que j'ai choisie, Books on Demand, distribue sur Amazon. Donc, tu restes disponible sur Amazon. Donc, je suis disponible sur Amazon, mais c'est pas... C'est une des façons de rentabiliser un peu les choses. D'utiliser ces outils Amazon, les outils de publicité Amazon, ce genre de choses. Donc, moi, j'avais l'impression que tu étais...
pas réfractaire, mais tu avais une éthique. Une éthique, c'est ce qui me venait aussi. Qui, pour la respecter, faisait que tu n'allais pas directement sur Amazon. Oui. Et quelque part, on peut se dire que comme c'est malheureusement un monopole quasi, c'est un peu se tirer une balle dans le pied d'un point de vue purement commercial et des revenus. Et c'était cette question que je voulais aborder aussi. Oui. En fait, je pense aussi que je me permets cette éthique, entre guillemets, on va dire ça comme ça, parce que je n'ai pas l'ambition de vivre de mes livres, en fait. J'ai vraiment pas, contrairement à Littéralouve, qui serait parce que j'aurais pu aussi prendre ce congé et puis me dire, je me lance à 100% dans l'écriture, sortir 3 livres par année et puis faire que ça de ma vie. Mais je crois que l'écriture, même si Littéralouve, ça vient de moi aussi et ça fait partie de moi, l'écriture, c'est trop... personnel. C'est trop moi, c'est trop lié pour que je mette en fait une pression financière dessus. Donc c'est sûr que si... et d'ailleurs, j'étais surprise parce que là, pour l'instant, mes livres me rapportent presque la même chose que Littéralouve sur l'année. Donc voilà, tant mieux. Mais super. C'était pas l'ambition en tout cas. Donc je pense que je reste fermée, c'est le cas, je reste fermée par rapport à Amazon ou par rapport à ses publicités et tout, parce que je n'ai pas envie forcément d'ouvrir une porte commerciale là. Si par contre ma vie dépendait de mes livres et que je voulais vendre, peut-être que j'aurais... on aurait une autre discussion. Voilà, peut-être qu'on aurait une autre discussion. Ouais. Je comprends mieux du coup. Donc je pense que je me permets ça aussi de choisir. Et c'est pareil finalement avec les prestataires avec lesquels j'ai travaillé. Il y a des auteurs qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, pas que je sois absolument riche, mais qui se payent des formations pour apprendre la mise en page, pour tout faire eux-mêmes. On a notre collègue du Gaëlig, Elisa Alberté, qui dessine elle-même ses couvertures. Moi, j'ai pas ni la patience, ni l'envie de perdre du temps avec ça. Les gens ne voient pas les guillemets, je fais des guillemets avec mes doigts. Si, ils voient. Ceux qui nous écoutent. Donc, perdre du temps avec ça, je sais que ce n'est pas ça qui me plaît dans l'édition indépendante. Il y a des gens, ils aiment créer l'objet livre. Exactement. Et puis, ils ont les compétences pour le faire. Et ils ont les compétences. Et moi, je sais que je n'ai pas envie d'investir en temps sur ça. Moi, ce que j'aime, c'est écrire. Et je préfère, du coup, déléguer des tâches que je sais que je ferais mal. Et en plus, ça desservirait, en fait, mon travail aussi. Et je préfère donc payer des prestataires et le faire bien. Et peut-être attendre un peu plus. Par exemple, cette année, c'est un peu plus limite à niveau budget, donc je fais attention. Peut-être que cette fois je fais pas appel à tel prestataire, mais j'attends un peu plus longtemps d'avoir les sous pour payer, parce que je sais que j'ai envie de travailler aussi avec cette personne et que je préfère ça pour mettre en avant mon roman. On est toujours dans une réponse à une éthique. Aussi, ouais. Et c'est bien. Ouais. Dire je préfère attendre et puis travailler avec des personnes que j'ai choisies, que je paye le prix juste. Exactement. Il y a cet aspect-là aussi. Tout à fait. Et en effet, tu peux te le permettre si c'est pas... la rentabilité de tes livres n'est pas l'essentiel. Ouais, exactement. C'est aussi une liberté et j'allais dire un luxe, mais peut-être pas, mais une richesse en tout cas. Clairement. C'est un choix aussi que je me rends compte en échangeant avec d'autres auteurs, parce qu'au début j'étais encore plus fermée que ça, et je disais non mais vous faites n'importe quoi. Enfin, j'étais un peu jugeante. Tu prêchais. Voilà, et en discutant avec les autres, en fait, je me suis rendu compte qu'on n'était juste pas sur le même plan, c'est-à-dire que moi je compte pas sur mes livres pour vivre, et je le fais avec plaisir, et voilà. Mais tout le monde n'a pas cette possibilité, et du coup Amazon, c'est la meilleure possibilité parce qu'on paye rien et puis c'est distribué, c'est les gens qui ont le monopole, et puis c'est une bonne façon d'éditer des bouquins. C'est pas pour rien que c'était le premier à faire ça. Donc je peux comprendre et je peux pas blâmer les gens d'avoir ce réflexe-là ou cette envie-là. Ouais. Absolument. Même s'il y a d'autres solutions, qu'on les encourage, plus indépendantes, plus éthiques. Mais il reste incontournable Zos avec ce monopole. C'est sûr, c'est sûr. Plus politique qu'autre chose, il faudrait... Ah oui, c'est large. Ouais, tout à fait. Merci pour cette franchise. Avec plaisir. Et pour cette interview. Du coup, on conclut alors. On se revoit dans 3 ans ou dans 2 ans quand tu as un vrai résultat un peu plus... tangible. C'est pas le problème du tangible, c'est le problème du temps.
Oui. C'est tu vois, un peu plus de recul. Mais on te souhaite le meilleur pour cette entreprise. Merci. Et encore une fois, merci. On se retrouve dans 15 jours pour un épisode plus classique de Duo de Plume. Absolument. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards.